Eh ben, bonsoir à tous. Moi, je suis Laura, Laura de l'entreprise Généalogie, organisme de formation. Nous sommes 3 associés dans cet organisme de formation. Notre thématique, c'est la conduite du changement au travers 2 axes, le management et la qualité relationnelle. Nos outils pour travailler justement sur du management, c'est l'approche systémique. On va en parler un petit peu, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et aussi les neurosciences. Neurosciences, c'est quoi? C'est le langage du cerveau. Notre cerveau nous parle tous les jours. On ne comprend pas tous les jours ce qu'il nous raconte, et tant mieux. Ce que je veux dire par les neurosciences, c'est déjà, c'est vrai qu'on a des difficultés à comprendre ses réactions. Alors, comprendre les réactions des autres, forcément, c'est toujours un petit peu complexe. Donc ça, c'est notre spécificité, c'est la complexité de l'être humain qui peut être aussi passionnante. Nous intervenons dans différents secteurs d'activité. Je vous en donne quelques-uns. Le transport, la SNCF, les entreprises de services, la grande distribution. Plus récemment, les EHPAD, les plateaux téléphoniques. Bref, des publics très différents et pour autant des problématiques qui sont sensiblement les mêmes, puisque la problématique essentielle, ce n'est que de la relation humaine, la communication. J'ai tendance à dire que lorsque vous mettez 2 personnes l'une en face de l'autre, les problèmes peuvent démarrer. Voilà. Merci Laura. Merci Laura. Et du coup, je me présente pour celles et ceux que je ne connais pas. Pour ma part, Benjamin Marin, je suis donc directeur de la communication d'Extia, que j'ai rejoint en 2014, donc ça fait un petit peu plus de 10 ans. Et je suis également formateur sur des sujets liés au management, qui est en partie une des raisons de ma présence aujourd'hui, un sujet que je trouve passionnant. Et puis, depuis peu également, directeur de mission pour Blend, qui est l'offre de conseil en RH et en transformation qu'Exia a lancé très récemment, qui a pour objectif d'accompagner les entreprises sur différents sujets, que ce soit pour les accompagner dans de la transformation, sur l'engagement collaborateur, sur la mise en place d'une entreprise apprenante, sur la marque employeur, sur l'efficacité opérationnelle, bref, un petit peu toute la boîte à outils et les clés du succès qui ont fait la réussite d'Exia qu'on ouvre pour partager à l'ensemble de nos clients et partenaires. Alors, ce que je vous propose, c'est de pouvoir démarrer la thématique. Donc, un entretien, un objectif. Et pour ce faire, nous allons passer par 2 étapes. La première étape dans le sommaire de ce fait sera les neurosciences au service des entretiens, comment optimiser nos entretiens. Et ensuite, nous allons voir les différents types d'entretiens. Présentation, nous pouvons passer de ce fait. Alors, le cerveau, c'est un outil formidable au service d'un seul projet et je vous le rappelle, le seul projet de chaque être vivant et peu importe lequel, ça reste la survie. Alors pourquoi je remonte à ça? Je vous explique un petit peu le fonctionnement du cerveau. Nous, êtres humains, nous avons 4 gouvernances dans le cerveau. Nous avons la première gouvernance qui est la première qui a la main dans les situations puisque c'est un mode automatique, c'est la gouvernance instinctive. Et c'est là-dessus que nous allons travailler. On a une deuxième gouvernance qui est ensuite la survie collective, qui est la gouvernance grégaire, puis l'émotionnel, où là, toute notre histoire rentre en compte, les blessures, les valeurs, les antivaleurs, l'expérience de vie. Et la dernière qui est l'adaptative, qui est là, pas un pilotage automatique, mais plutôt une conscience que nous l'utilisons très peu. Là où nous allons travailler aujourd'hui, c'est avec la gouvernance instinctive. Pourquoi? Parce que c'est la première qui a la main. Alors, la survie, nous avons 3 réactions possibles pour entrer en mode survie, pour justement survivre. À votre avis, quelles sont les réactions instinctives pour pouvoir survivre? Imaginez-vous, vous avez un mammouth en face de vous. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir survivre? La fuite, tout à fait. Donc, effectivement, c'est une technique de survie. Bon, je ne peux pas fuir, qu'est-ce que je peux faire? Je combats. Et la dernière, qu'est-ce que je peux faire? Je fais la lutte, effectivement. Et la dernière, garder son sang-froid. Alors oui, un peu complexe parce que ce n'est pas la réaction première, en tous les cas, de l'instinctif.
Là, la dernière, ce sera l'inhibition. L'inhibition, c'est quoi? C'est lorsque je suis complètement dans l'immobilisme, c'est faire le mort. Faire le mort, vous savez, c'est l'araignée qui rentre chez vous. Elle vous a vu, vous l'avez vue, vous vous êtes vu, et il se passe quoi? Eh bien, elle fait la morte. Elle fait la morte pour pouvoir survivre. Bon, parfois, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi je vous donne cet exemple-là? Extrêmement intéressant parce que finalement, notre cerveau ne fait pas la distinction entre survie et stress. Le stress est de ce fait un facteur très complexe pour nous puisque notre cerveau se dit, dès qu'il est en stress, il faut que je survive. Donc, dans toute situation stressante, naturellement, première réaction instinctive, soit je vais mettre en place des comportements de fuite, soit je vais mettre en place des comportements de lutte, soit je vais mettre en place des comportements d'immobilisme. Alors, qu'est-ce que ça donne de ce fait? Lauriane, est-ce que nous pouvons avancer les slides? Alors, c'est ce que je vous disais. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ces trois réactions-là, forcément sur un entretien, on va parler des entretiens, eh bien, je vais devoir mettre en place certains comportements de défense ou d'attaque. Alors, pour ce faire, moi, ce que je vais vous proposer avant toute chose, c'est de se dire comment moi, je peux réussir à sortir de ces réactions instinctives. Sortir de ces réactions instinctives, cela voudrait dire deux choses. C'est déjà, un, préparer son entretien. La meilleure improvisation, j'ai envie de vous le dire, c'est celle que l'on prépare. C'est jamais évident, même si je sais que certaines personnes sont adeptes de moi, j'y vais à l'impro, je suis beaucoup plus efficace. Alors oui, l'impro plus efficace quand on est seul. Par contre, lorsqu'on a une personne en face de nous, ben, on n'est pas à l'abri d'une réaction, quelque chose qui reste forcément compliqué. Alors, moi, je vais vous proposer de regarder deux vidéos de deux managers différents. Alors, vous allez rencontrer Rémi, qui est mon associé, qui va jouer mon manager. Et de ce fait, vous allez regarder un petit peu si, selon vous, c'est un bon entretien. Et en fonction de cet entretien-là, regardez un petit peu ce qui se passe. Je vais donc vous partager la première vidéo de mon manager qui me fait de ce fait un entretien parce qu'il trouve que je suis désimpliquée au sein de son équipe. Bonjour Laura. Bonjour. Vas-y, installe-toi. Merci. Laura, je te reçois parce que je comprends pas quoi. Là, nous venons de sortir de réunion, c'est pour ça que je te prends là tout de suite. Je t'ai vu souffler toute la réunion. Tu as une attitude qui est hyper nonchalante vis-à-vis de tout le monde. Ça veut dire quoi, nonchalante? Nonchalante, tu t'arrêtes pas de souffler, t'as le regard noir, tu réponds pas quand tes collègues te parlent. Ok, d'accord. C'est pour ça que tu me reçois, parce que j'ai le regard noir selon toi. Non, c'est pas une question de regard noir, je vais être clair, Laura, tu pourris l'ambiance dans l'équipe. Franchement. Je pourris l'ambiance dans l'équipe. Ouais. Okay. T'as pas l'impression, toi? Non. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème. Attendez, vous nous en demandez toujours plus. Ouais. C'est tout le temps plus. Les objectifs, c'est ça monte. Ok. D'accord. Et c'est moi qui fais la gueule, c'est de ma faute. Ouais, donc c'est pour ça que tu boudes en fait. Non, mais je boude pas. Mais de où vous permettez de dire que je boude? Souffler, regarder, tu boudes. Franchement, tu boudes. D'accord, ok. Ouais. Okay. Et non, mais je te le dis parce que moi je trouve ça insupportable et c'est un comportement qui est inadmissible dans le cadre de l'entreprise. Tes états d'âme ou le côté de c'est bon. Okay. Je pense que nous tous passé l'âge et nous sommes adultes. Vous êtes adulte, Laura. Ouais. Donc là, maintenant, il va falloir se comporter comme une adulte. Ok. Et moi, ce que j'attends de vous maintenant, c'est que vous puissiez travailler comme on vous le demande. Et pas manifester ostensiblement votre hostilité. Maintenant, vous savez, Laurent, si ça ne va pas, vous pouvez aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Hein. Il n'y a aucun problème. Ça marche. Donc voilà, moi, ce que j'espère avoir été très clair avec vous. Ouais. Et je ne veux plus de ce comportement comme vous avez fait là en réunion. Ok. Parfait, donc vous pouvez y aller. Merci. Bonne journée, Laurent.
Alors, qu'est-ce que vous avez pu remarquer dans cette vidéo? Alors, manque d'empathie, oui, c'est clair, je pense, hein. Directif, pas d'échange. Alors, tout à fait. Manager ne se base pas sur des faits, ne pose pas de questions. Effectivement, autoritaire, pas de discussion, fermée, ouais. Très bien. Alors, ce que Rémi, mon manager exceptionnel, fait, c'est que effectivement, Rémi est dans ce qu'on appelle aujourd'hui, dans quelle réaction instinctive face à moi? Personne ne ressort avec des solutions, on est en phase. Rémi est en phase de... Caroline est en train de taper. Effectivement, dans l'attaque, Rémi est dans l'attaque. Alors, nous allons voir un petit peu pourquoi Rémi est dans l'attaque. La seule difficulté, je vous l'ai dit, c'est que lorsque je ne prépare pas un entretien, la réaction instinctive, puisque c'est la première gouvernance qui est à la main, prend le dessus. Et donc, en fonction de ce que l'autre va me dire, et en fonction de nous, notre réaction instinctive de prédilection, puisque nous en avons toutes une de prédilection en fonction de quoi? Du sujet et de la personne qui est en face de nous. Eh bien, naturellement, l'entretien devient complètement inefficace. Là, si je reprends la diaporama sur parents, adultes, enfants, je vais faire rapidement de l'analyse transactionnelle. Rémi va se comporter avec moi en management plutôt directif, normatif. Lorsque j'ai une personne qui va se comporter en normatif avec moi, c'est-à-dire plutôt à me donner une leçon, hein, naturellement, moi, je vais avoir un comportement d'enfant. Enfant, il y a 3 types d'enfants qui se réveillent en fonction de ça. Vous avez l'enfant rebelle. Alors lui, il ne faut pas trop se le choper, hein. L'enfant rebelle, lui, se dit « vas-y, j'attends que ça, je vais te rentrer dedans ». Vous avez l'enfant libre. Lui peut se dire « cause toujours, tu m'intéresses ». Et vous avez l'enfant soumis qu'on adore parce que l'enfant soumis nous dit toujours « oui » et il fait, sauf que l'enfant soumis ne fait pas pour lui, il le fait pour son parent. Donc, c'est une réaction extrêmement complexe. Là, ce que nous pouvons voir dans cet entretien-là avec Rémi, c'est que Rémi est naturellement dans le jugement, il n'est pas à l'écoute et il va se baser sur le problème. Quand on se base sur le problème, nous allons le voir juste après, l'objectif de Rémi, à ce moment-là, c'est d'avoir raison. Donc, il sort un petit peu de l'objectif de l'entretien. Je vais vous montrer un second entretien et puis vous allez me dire un petit peu, selon vous, ce qui se passe. Oui. Bonjour. Ah, salut Laura. Ça va? Ça va? Ouais, nickel. Bon Laura, je te reçois. Bon, on m'a aussi demandé de te recevoir, donc voilà. Bon, allez, ça fait quand même 4 retards, hein, franchement. Oui. Après, tu le sais, je te l'ai expliqué. Ouais. Tu sais, ma voiture, j'ai eu un problème de voiture, j'ai dû changer de voiture. Ouais. Crevaison sur l'autoroute, enfin voilà, tu connais, t'as déjà eu ça en plus, non, tu m'en as parlé. Non, mais... Et ouais, donc c'est un peu galère en ce moment. Ouais. Non, moi, j'ai pas de problème, c'est pas... Non, mais je sais bien. Tu vois, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, bon... Ouais. Non, mais tu comprends aussi. Ah ouais, non, mais je me doute, je sais que tu peux rien. T'imagines bien quand t'es en galère de voiture, compliqué, hein. Non, mais non, mais je sais. Mais c'est pour ça, il faut quand même que je te le dise, c'est important. Ouais, t'as raison. Bon, je compte sur toi pour... Ouais, mais c'est bien que tu me reçoives parce que justement, en fait, je vais avoir un petit souci, je te le dis hein, quand même. Ouais. À mon avis, je vais être encore un peu en retard. Voilà. D'accord. Je te le dis. Ok. Parce qu'en plus de ça, j'ai un problème de nounou. Ok. Ma nounou, j'ai dû changer de nounou et là, t'imagines, toi aussi, t'as des enfants. Ouais. Quand tu changes de nounou, c'est un peu compliqué. Hein. Ouais, non, c'est galère. Donc, tu vois, le temps de s'installer, le temps de bien la connaître, de connaître ses habitudes, c'est un peu galère, quoi. Ah bah, c'est gentil de prévenir. Bah oui.
Non, mais c'est parce que c'est toi. Hein. Ah bah non, mais je sais, mais j'apprécie le fait que tu me préviennes et que tu puisses me dire les choses. C'est parce qu'on sait qu'avec toi, on peut parler de tout. Ouais, bah ça c'est cool. Ouais. Bon, bah parfait. Bon, je compte sur toi quand même pour limiter, pour qu'on ait... Oui, non, mais tu sais, au pire, ce sera 10 minutes. Et c'est tout. Après, je prends mon poste pas plus, hein. et je rattrape le soir. Ouais, bon, ça c'est... Je fais ça. Bah nickel. Tu vois, j'apprécie les gens qui viennent avec des solutions. Bon, ça c'est cool. C'est super. Eh ben parfait. Ouais, top. Allez. Bon, à tout à l'heure. Bonne journée, Laura. Merci, hein, toi aussi. Salut, Rémi. Alors, je vais arrêter le partage. C'est bon. Alors, attendez. Je coupe la vidéo. Voilà. Alors, selon vous, alors j'ai vu, hein, je remercie Adrien. Oui, là il est clairement dans la fuite managériale. Alors oui, il y a de l'empathie, mais c'est pas tant de l'empathie. Là, Rémi est dans quoi? Il est dans la sympathie. Très différent de l'empathie. Là, l'objectif de Rémi, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi son objectif lorsqu'il démarre son entretien? Alors, l'objectif serait effectivement de me faire arriver à l'heure. Est-ce qu'à votre avis, l'objectif est atteint? Il n'est pas atteint, l'objectif, puisque je l'ai vu, Caroline le dit, oui, l'objectif de Rémi, c'est d'éviter le problème. L'objectif de Rémi, c'est que je l'aime en tant que manager. C'est toute la difficulté, c'est que, bien entendu, et ça, c'est propre à chacun, il y a 2 types de management. Bon, il y en a plusieurs, mais vous compreniez bien l'analyse transactionnelle. On a vu le management normatif, qui est plutôt sur la règle, et nous avons le management nourricier, qui, lui, a ce besoin de pouvoir accompagner plus son équipe, d'être d'une disponibilité, d'une sympathie redoutable. Sauf qu'en fonctionnant comme ça, il va réveiller l'enfant qui est chez moi également, hein, et l'enfant, 3 types d'enfants. Bon, moi, je ne suis pas rebelle, mais apparemment, je suis très, très libre. Et comme je suis très, très libre, je vais avoir tendance à manipuler Rémi. Et donc, qui réussit l'entretien à la fin? Est-ce que c'est Rémi ou est-ce que c'est moi? Qui atteint son objectif? C'est moi. J'ai atteint mon objectif. Je peux vous assurer que je pense que j'ai encore des cartouches pour pouvoir arriver. Parce que tu n'étais pas loin d'avoir une augmentation aussi, Laura. J'étais à ça. J'étais à ça de l'avoir. Alors, Lauriane, est-ce qu'on peut reprendre le PowerPoint? Alors, de ce fait... Ouais, c'est bon, Laura. Ouais, super, merci Lauriane. Donc, nous allons voir la slide juste après. La slide juste après, de ce fait, je vous explique un petit peu les objectifs biologiques de la fuite, de la lutte. Et l'inhibition, nous allons très peu en parler parce que l'inhibition, c'est lorsque mon cerveau ne trouve plus de solution. Et lorsque mon cerveau ne trouve plus de solution, là, je suis vraiment dans un immobilisme terrible. Et lorsque je suis dans un immobilisme terrible, la seule solution que mon cerveau peut trouver, c'est de changer de projet. Pour la fuite ou pour la lutte, la fuite, moi, mon but, c'est d'échapper à mon prédateur. Donc là, Rémi, on le voit, son but, c'est d'échapper à l'entretien parce que c'est ça le prédateur. Alors, son intention profonde, c'est d'éviter la confrontation, c'est de ne pas décevoir, c'est de protéger son image de manager incroyable et c'est de minimiser le danger. En faisant ça, vous allez avoir des phrases qui viennent très, très régulièrement. Je vous donne des exemples pour la fuite. Lorsque vous utilisez le « on va fonctionner comme ça », écoute, c'est l'entreprise qui décide de fonctionner comme ça, donc moi, je te reçois. Là, je suis naturellement dans la fuite parce que j'ai tendance, c'est complètement inconscient, à me déresponsabiliser du problème. Lorsque j'emploie aussi le conditionnel, ce qui serait chouette, Laura, c'est que tu arrives à l'heure. Si j'emploie le conditionnel, forcément, je ne me positionne pas. Ou alors de minimiser les choses. Vous savez, en plus, c'est très ch'ti, ça, c'est d'ajouter des petits atouts. Écoute, Laurent, on va faire un petit point. Comme ça, on pourra prendre un petit temps pour pouvoir échanger ensemble. Lorsque je suis là-dedans, naturellement, et c'est complètement inconscient, j'ai tendance à mettre en place une réaction instinctive de fuite. Pour la lutte, là, Rémi, premier entretien, premier manager, a voulu détruire son prédateur. Pour détruire son prédateur, lui, ce qu'il veut, c'est reprendre le pouvoir, contrôler la situation, neutraliser la menace, qui est moi, et donc surtout, avoir raison.
Ça, c'est extrêmement important pour la lutte, c'est de défendre ses convictions. J'ai besoin d'avoir raison. Forcément, je vais avoir plus tendance à être dans le jugement, à parler sur l'autre que parler à partir de moi. L'inhibition, là, mon objectif, c'est je ne suis pas là. Je disparais complètement des yeux de mon prédateur. Et donc là, mon objectif à moi, c'est de me protéger, d'éviter de prendre la place et attendre que ça se passe. C'est ce que vous pouvez voir, et notamment dans le milieu éducatif, nous avons tous eu des professeurs qui sont passés peut-être par ces phases-là. Et donc, la phase de la fuite, la phase de l'inhibition, c'est le professeur qui subit complètement son ami. La difficulté, c'est que forcément, j'ai tendance à me faire complètement écraser. Bon, quelques postures avant pour réussir à son entretien. Forcément, je vais vous donner quand même une règle en neurosciences. Je ne peux pas changer l'autre. C'est impossible de changer quelqu'un. Par contre, ce que je peux faire, c'est déjà me changer moi pour ensuite changer la relation. Alors, changer soi profondément, ça prend énormément de temps, mais en tous les cas, changer sa qualité relationnelle. Lorsque j'ai tendance à être plus dans la fuite, là, c'est un gros travail de positionnement. Changer tout son conditionnel par des verbes d'action, par du positionnement. J'ai besoin de. Ce que je te propose, c'est. Et de recentrer perpétuellement l'entretien, puisque la personne a tendance à aller nous chercher vers son objectif à lui. Donc, de recentrer, de reprendre la main sur écoute, je comprends ce que tu me dis, et aujourd'hui, le sujet, c'est celui-là. Pour la lutte, là, jamais réagir à chaud. Parce que forcément, lorsque je réagis à chaud, la difficulté, c'est quoi ? C'est que je parte un petit peu en vrille, que je me fasse dépasser par mes émotions et que je devienne complètement impulsif. Donc, lorsque je sais que j'ai tendance à être dans la lutte, la préparation de l'entretien est encore plus importante. Pour ce faire, moi, ce que je vous propose, c'est une chose. Lorsque vous devez recevoir quelqu'un et vous savez qu'il y a un problème à gérer, changez tous les reproches que vous avez envie de faire en besoin. Vrai exercice et vrai plan d'action, parce que forcément, le discours n'est pas du tout audible de la même manière. Je vous propose de continuer la slide. Alors, toute la question est là-dessus. Est-ce que je suis dans le problème ou est-ce que je suis dans le projet ? Lorsque j'ai quelqu'un de démotivé, si je prends quelqu'un en entretien sur la démotivation, est-ce que je suis dans le problème, soit d'avoir raison, soit d'être apprécié, ou est-ce que je suis dans le projet où je me dis avec quoi je veux partir à la fin de mon entretien ? Ce qui est complexe, c'est que naturellement, le cerveau au démarrage, il a tendance à voir la difficulté puisque c'est sa réaction instinctive. Quand il voit la difficulté, il est en mode soit défense, soit je me protège. Sauf que lors d'un entretien, si j'ai besoin d'exposer ma vérité, il faut savoir qu'un entretien, nous sommes deux, et l'autre aussi a besoin d'exposer sa vérité. Je vais vous donner un exemple très concret. Je travaille avec les magasins boulangers. Et je vais vous donner un exemple sur un magasin boulanger. Un directeur avait décidé de mettre en place un stand d'overboard. Un stand d'overboard, je ne sais pas si vous êtes déjà monté dessus, mais c'est assez instable. En mettant ce stand en place, forcément, il embauche des démonstrateurs pour faire cette démonstration. Un jour, le directeur passe dans son magasin et voit un vendeur, pas du tout prédestiné à faire de l'overboard, monter sur un overboard. Donc, le vendeur en question se débrouille extrêmement bien. Donc, le directeur ne dit rien et s'en va. 3 jours après, ce vendeur qui se débrouille extrêmement bien fonce dans une télé avec l'overboard et casse la télé d'exposition. À votre avis, quelle est la réaction du directeur ? Réaction du directeur, ça pourrait être quoi ? Il m'a cassé ma télé. D'accord ? Donc, je suis victime de lui. Donc, c'est moi qui ai raison. Donc, je le vire. À votre avis, quelle est la réaction du vendeur ? Ce serait quoi sa réaction ? C'est pas ma faute. Bah oui, pourquoi c'est pas Les sa faute ? douanes. Et pourquoi ce serait pas sa faute ? Parce qu'il savait comment est-ce qu'il fonctionnait. Il l'a vu faire de l'overboard à l'intérieur. C'était à lui d'anticiper. Donc, lui, ce qu'il va dire, c'est « Attendez, moi, on ne m'a jamais rien dit, donc je continue ».
qui a raison, qui a tort, là, on peut se faire un entretien qui dure des heures et des heures. Et c'est ça la complexité, c'est d'être dans le problème. Sachez une chose et gardez ça en tête, lorsque vous recevez quelqu'un et que vous êtes dans le problème, c'est votre problème à vous. L'autre en face a naturellement son problème à lui. Donc, si c'est pour débattre de qui a raison ou qui a tort, forcément, je vais rentrer dans l'émotionnel. Il y a une brique tout là-haut qui est extrêmement compliquée à casser, c'est la notion d'ego. Et quand je me dis que j'ai raison, alors là, c'est terminé. L'ego sert à quoi? Il sert à blinder ses convictions. J'ai raison. La notion de projet, forcément, c'est tout autre. C'est de transposer le problème en projet. Le problème, c'est quoi? C'est la télé cassée. Le projet, c'est quoi? Ça pourrait être quoi? Si je reçois mon collaborateur plus tard, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, comment on fait pour que ça se reproduise pas? Alors attention, il y a un principe aussi en neurosciences, c'est que le cerveau a des difficultés à comprendre la négation. Mais en tous les cas, c'est comment faire en sorte que l'équipe tourne, que le collaborateur puisse s'occuper de son poste et que les démonstrateurs puissent faire la démonstration. Et d'ailleurs, c'est ce que le directeur a fait. Ce qu'il lui a dit, c'est voilà, je te reçois et je pourrais te licencier. La seule chose, c'est que si je te licencie, je me licencie. Parce que moi, il y a 3 jours, je t'ai vu, je t'ai rien dit. Donc aujourd'hui, nous sommes partie prenante du résultat. Moi, ce que je te propose, et aujourd'hui, le projet, c'est quoi? C'est sur ce sur quoi tu t'engages à partir de demain. Là, forcément, toute autre posture. Donc, gardez ça en tête. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, en tous les cas, pour moi, tant dans ma vie privée que ma vie professionnelle. C'est quoi le problème? C'est quoi le projet? Le problème, forcément, je vais être dans l'émotionnel. Le projet, c'est ce qui nous tient dans une relation, c'est ce qui nous tient avec notre équipe, c'est ce qui nous tient dans notre professionnel. Nous allons arriver sur la slide prochaine. C'est justement je vais vous faire un petit parallèle entre 2 façons de mener un entretien. Première façon de mener un entretien, c'est de voir, d'analyser les causes. Alors, si j'analyse les causes, forcément, je vais revenir sur ce qui s'est passé. Lorsque je reviens sur ce qui s'est passé, je vais recevoir mon collaborateur. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui arrive en retard, question que je pourrais lui poser, donc fréquemment, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu es arrivé en retard? Est-ce que tu peux me dire, explique-moi pourquoi, qu'est-ce qui se passe pour toi? Là, la difficulté, à votre avis, c'est quoi? C'est que naturellement, la personne, et c'est normal, tous nos cerveaux fonctionnent de la même manière. Lorsque vous avez quelqu'un à qui vous posez la question du pourquoi la personne va se justifier, se dédouaner et naturellement, c'est inconscient, mais va se victimiser. Et c'est normal. Je vais vous donner un exemple. J'ai un petit garçon qui arrive avec une mauvaise note. Si je lui pose la question et je lui dis « mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as eu une mauvaise note ?» Qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, je vais vous les donner, mais tous les arguments sont les mêmes et ont été les nôtres il y a quelques années. Le prof m'aime pas. Ouais, mais maman, tu sais, tous les élèves ont eu une mauvaise note, hein, ça c'est génial. Je suis tombée sur pile le sujet que je n'avais pas révisé, hein, et puis de toute façon, bref, tous les arguments, on les a. Le pourquoi à part se justifier et se dédouaner, il y a une forme d'immobilisme et d'inertie qui se met en place. Donc, il y a un blocage et une tension, puisque forcément, nous, ce n'est pas la réponse qu'on a envie d'avoir. Et c'est ça la difficulté. Lorsque vous allez poser le pourquoi vous savez exactement la réponse que vous allez avoir. Comme pourquoi tu as cassé la fenêtre? Pourquoi tu as cassé le carreau avec ton ballon? Je n'ai pas fait exprès. Et là, on s'énerve. Blocage et tension parce qu'on se pose la question, mais pourquoi il me répond ça? Il me répond ça parce que j'ai posé une question qui amène la justification. Et donc, c'est ça qui est complexe. Et je sais que c'est très difficile parce que nous avons été biberonnés depuis tout petit à la justification, puisque nous avons été biberonnés depuis tout petit à la question du pourquoi C'est une question en management à proscrire parce que naturellement, ça nous ramène dans le passé et ça amène le cerveau à se culpabiliser. Première réaction instinctive du cerveau, c'est de se dédouaner et donc de se justifier. Donc, ça crée des blocages et de se faire une forme d'inertie. Résultat, qui a la vérité? Bon, je vous l'ai mis entre parenthèses, c'est moi. Hein. Bon, il n'y a pas de changement. C'est forcément la vérité, elle est pour celui qui l'aimait. Mais nous avons tous une vérité en fonction du fait divers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord sur plein de choses.
Donc, en entretien, stoppons cette question-là. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de déterminer l'objectif de votre entretien. Et c'est ça qui va être essentiel. Un entretien, un objectif, basé sur le présent et le futur. Forcément, la personne qui est en face de nous aura tendance quand même à nous ramener sur le passé. Oui, mais Laura, tu ne sais pas ce qui s'est passé. La dernière fois, c'est parce que. C'est pour ça que mes résultats ne sont pas bons. Ok, je comprends que tu aies vécu ça. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'objet du tout de mon entretien. Moi, ce que je te propose, c'est plutôt de se dire comment nous faisons à partir de demain pour que toi, tu te sentes bien et que les résultats soient opérationnels. C'est ça qui m'intéresse. Donc, toujours recentrer, et ça, c'est un vrai exercice, c'est de recentrer sur le présent et sur le futur. Forcément, les questions changent. On n'est plus du tout sur le pourquoi tu, mais sur le comment nous. De quoi as-tu besoin pour avancer? Et forcément, on est 2 dans l'entretien. Et comme nous sommes 2, eh ben, il y a 2 parties prenantes. Ce que ça veut dire, c'est que chacun a une réponse à son niveau. Un entretien, si je lui demande de bouger et que moi, en tant que manager, je ne propose pas d'accompagnement, ben, ça voudrait dire que, encore une fois, c'est de la faute de quelqu'un. C'est lui le problème. Or, la co-responsabilité, c'est ça. Chacun a une réponse à donner à son niveau pour faire avancer dans l'entretien. Là, il y a un engagement et donc nous allons travailler sur un changement et sur des plans d'action. Réussir nos entretiens, je vais vous donner quelques clés. Je vais donner la main, je vais passer la main à Benjamin pour qu'il puisse vous expliquer un petit peu les entretiens dans le cadre de Extia. Bonne conduite d'un entretien, déjà, c'est un objectif aligné avec l'ADN. Je laisserai Benjamin en parler. Une préparation extrêmement solide, c'est-à-dire que déjà, je me pose la question, quel est le problème? Comment je le transpose en projet? Nous allons le voir juste après. Problème, j'ai un désengagement. Mon projet, c'est quoi? C'est de clarifier la relation, c'est de clarifier l'implication de la personne et c'est de clarifier mon accompagnement avec elle. Une posture adulte-adulte, arrêtons de parler en on ou en tu. Je vous invite et je nous invite, parce que je vous assure que ce n'est pas évident, de parler à partir de soi. Ça change complètement la donne. Et de parler en nous, c'est beaucoup plus engageant et moins déresponsabilisant. Si je dis, ah bah oui, mais tu sais, on m'a dit de te recevoir, c'est qui on? Extrêmement complexe parce que je me déresponsabilise. Je prends le courage de dire, je fais cet entretien et ce que je te demande, c'est, et ce que je te propose, c'est. Un recentrage permanent sur le présent. Je vous assure que c'est la clé. Vous allez voir que naturellement, dès qu'on nous amène dans le passé, c'est notre émotionnel qui reprend la main parce qu'on trouve ça injuste, puisque notre vérité est forcément différente. Recentrez quoi qu'il arrive sur le présent. Entendez et comprenez ce que la personne dit et recentrez-la sur « OK, qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui ?» Questionnement orienté, toujours solution. Écoute active et reformulation. Lorsque vous avez des phrases assez longues, pensez à vous arrêter, reformuler ce que la personne vous dit. Et alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, clarifier les mots fourre-tout. Lorsque une personne vous dit, bah voilà, moi, ma valeur importante, par exemple, c'est la cohésion d'équipe et j'ai besoin d'une cohésion d'équipe. Creuser, qu'est-ce que ça veut dire une cohésion d'équipe pour la personne? Peut-être que vous n'avez pas la même définition de la cohésion d'équipe. Donc, creusez les mots fourre-tout qui, pour moi, sont la cohésion, le respect, la bienveillance, finalement, toutes les valeurs qui sont fortes et incarnées dans les entreprises. Mais il y a une vraie distinction à faire entre valeurs et croyances. Tout le monde a les mêmes valeurs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous dit « Moi, ma valeur profonde, c'est l'irrespect ». Moi, jamais. Moi, jamais j'ai entendu quelqu'un me dire ça. Parce que tout le monde se dit respectueux. C'est qu'est-ce que nous mettons derrière le respect. Là, il y a quelque chose à faire. Donc, creusez les mots fourre-tout. Engagement réciproque, encore une fois, partie prenante, nous sommes 2. Sur quoi la personne s'engage, mais sur quoi moi, en tant que manager, en tant que chef d'équipe, je vais m'engager dans l'accompagnement. Avec plan d'action structuré, délai, hyper important. Hein. Si c'est pour, et nous le savons, hein, quand nous recevons quelqu'un et nous lui disons, écoute, nous allons nous revoir dans 1 mois, on peut le revoir 3 à 4 mois plus tard. C'est possible. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de fixer un délai et ensuite partager et valider ensemble. Benjamin, je te laisse la main. Je te remercie, Laura. Ce qui me semblait intéressant de souligner,
par rapport à tout ce que Laura venait de présenter, et puis sur le thème d'aujourd'hui, sur l'entretien comme levier de management efficace, c'était également que ces entretiens-là, tous ces moments qui sont au final des moments privilégiés, hein, quand on est comme ça en one-to-one avec son manager ou avec son manager, ces moments privilégiés, c'est aussi une manière et un levier fort pour diffuser, pour incarner et pour faire vivre la culture de l'entreprise, la manière dont on va aborder ces entretiens. Et Laura, tu parlais très justement de se focus sur le projet, sur l'objectif. Tu dis, voilà, choisir son projet, choisir son objectif. Ce qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce que je choisis mon projet et mon objectif en ayant en tête aussi la culture d'entreprise dans laquelle j'évolue et comment est-ce que chacun de ces entretiens, tu nous as présenté plusieurs options, vont venir à chaque fois renforcer et illustrer ces pratiques. Et quand on crée ça, et Laura, ça serait d'ailleurs intéressant d'avoir ton retour sur ça, mais on crée aussi une cohérence entre ce que l'entreprise dit, ce que moi, en tant que manager, je dis, et ensuite ce qui va vraiment se passer dans la pratique managériale. Et quand on crée cette cohérence, on crée, in fine, une relation de confiance. C'est cohérent, les voyants sont verts, on m'explique que j'ai le droit à l'erreur, par exemple, et si jamais je me retrouve sur un entretien de recadrage parce que je suis sorti du cadre, etc., on va se concentrer, comme tu disais, sur le présent, le futur, et on ne va pas revenir et refaire le match 15 fois sur mon erreur, ou on ne sera pas dans un entretien sanction. En revanche, on va vraiment se projeter sur comment faire en sorte que pour les prochaines, on soit dans une posture de réussite, on revienne dans le cadre, etc. Et donc, c'est toujours intéressant de se dire comment est-ce que je peux utiliser ces entretiens comme un levier pour aligner ma culture avec mes pratiques managériales. Et c'était notamment un point qu'on avait souligné quand on préparait l'entretien, c'était de se dire, voilà, chez Exia, il y a plusieurs typologies d'entretiens qui sont menés. On va en avoir certains qui sont d'ores et déjà inscrits dans l'expérience collaborateur, qui sont des éléments récurrents, comme l'entretien au bilan annuel, l'entretien de carrière et autres. Et puis après, on aura bien évidemment des points qui vont être déclenchés un petit peu à l'envie. On en reviendra tout à l'heure avec Laura. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, et c'est juste pour faire une petite parenthèse et une illustration, comment est-ce que ces entretiens-là, dans leur construction, dans leur manière d'être abordés, dans les projets qui vont y être définis, qu'ils soient réguliers ou ponctuels en fonction des sujets, vont pouvoir venir aligner et renforcer cette culture. Et typiquement, si je prends l'exemple d'Exia, par exemple, on a un entretien de carrière qui s'appelle l'entretien de carrière extraordinaire, le CEO. L'objectif de cet entretien-là, c'est vraiment de se poser avec chaque collaborateur et de co-construire ensemble son projet professionnel. L'idée derrière, c'est que cet entretien, il a été construit sous la logique du d'abord qui, ensuite quoi, qui est quand même une conviction forte d'Extia, puisque pour celles et ceux qui peut-être sont moins familiers avec Extia, une conviction qui nous anime, c'est faire vivre à chaque collaborateur une expérience positive au sein d'Extia et au sein de notre écosystème. Comment est-ce qu'on fait ça? On va aller chercher à comprendre le d'abord qui, la personne, ses aspirations, ses motivations, et on va ensuite co-construire avec elle un projet professionnel qui a du sens pour elle et pour Extia, et aligner cet ensemble et le mettre en musique avec des convictions communes qui nous animent. Alors, effectivement, Laura, tu en as mis quelques-unes sur le slide, sur l'entreprise apprenante, sur la culture du feedback, sur bien évidemment la convivialité qui pour nous est un marqueur fort de l'aventure, sur le droit à l'erreur dont je parlais tout à l'heure. Et donc, comment est-ce qu'ensuite on va réussir à mettre en musique un petit peu toutes ces convictions à travers nos pratiques managériales. Et donc, typiquement, cet entretien de carrière, toute la première partie de l'entretien, elle est très orientée sur le d'abord qui, et elle est d'ores et déjà construite, et le projet et l'intention, c'est d'aller réussir à comprendre les leviers motivationnels de la personne qu'on a en face de nous, d'aller chercher, comprendre ses soft skills, d'aller comprendre un petit peu qui elle est, comment elle fonctionne, de l'accompagner également dans sa propre compréhension. Et ensuite, une deuxième partie qui est très orientée sur comment est-ce qu'on va t'accompagner, faire en sorte de construire ce projet professionnel, les formations dont on peut avoir besoin, les évolutions, etc. Et dans la construction et dans l'approche même de l'entretien, on va essayer de venir renforcer justement cette culture d'entreprise qui est la nôtre.
Pour faire peut-être le parallèle avec un autre entretien, on parlait avec Laura des entretiens de suivi. Typiquement, ça, c'est des entretiens qu'on a voulu sacraliser à travers un programme qu'on appelle le triple suivi. Alors pour tous ceux qui font partie d'Exia, c'est un programme qui est très familier pour vous. L'idée, c'est de se dire que chaque collaborateur a une équipe de 3 personnes qui l'encadrent, un manager, un RH et une personne de l'administration du personnel, et surtout à des points tous les 3 mois de suivi qui ont pour objectif justement pouvoir échanger un petit peu, puisque on a pour notre part une population qui est principalement directement en prestation chez le client. Et donc là, l'idée, l'objectif, le projet, c'est justement de créer du lien, de pouvoir maintenir cette qualité de la relation malgré la distance qui peut s'installer parfois, identifier rapidement des irritants et voir si il y a des éléments à levier, des freins à lever, pardon. Et l'idée, c'est aussi de se dire, voilà, on est dans une culture du bien-être et de la performance, et donc sacraliser ces points de suivi. C'est aussi une sécurité psychologique, de se dire tous les 3 mois, je sais que je vais avoir un point, etc. Je vais pouvoir aborder ces différents sujets, et ça permet de prendre un entretien managérial et de l'inscrire dans une expérience collaborateur qui va refléter à la fois la culture de l'entreprise et qui permet aussi de créer un cercle vertueux et cette fameuse confiance entre les collaborateurs. Je ne vais pas vous faire tous les entretiens, mais l'idée, voilà, c'était juste de faire ce parallèle, puisque c'est aussi un levier très fort quand on parle de management, d'avoir justement cette cohérence entre culture et pratique managériale. Et puis, le tout va être à chaque fois accompagné d'entretiens qui, pour le coup, Laura, sont un peu plus improvisés en fonction des situations. Et c'est justement les sujets qu'on va aborder par la suite. Merci, Benjamin. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de travailler sur l'objectif, l'entretien. Et donc, nous allons faire des petites mises en situation. Je vais vous montrer les entretiens, 6 problèmes, 6 objectifs. Si nous pouvons aller sur la slide suivante. Parfait. Alors, je vous ai référencé toutes les problématiques que nous pouvons rencontrer dans une équipe. Ces entretiens-là, pour moi, sont les entretiens, c'est votre boîte à outils du quotidien du manager. C'est-à-dire qu'une équipe, ça s'observe, ça nous permet d'analyser, de voir un petit peu les signaux faibles, les signaux d'alerte et de se faire l'écoute et observer son équipe, c'est extrêmement important. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup dans un process managérial d'information et pas de communication, puisque nous passons notre temps à écrire des mails. L'info passe pas correctement, puisque c'est avec la communication que nous allons pouvoir nous engager. Donc, les entretiens sont fondamentaux. Les problématiques que nous pouvons rencontrer: démotivation, comportement non factuel, tension relationnelle, absentéisme. Alors attention, quand je parle d'absentéisme, l'objectif, c'est pas de faire un entretien de recadrage. Par contre, c'est un entretien d'exploration, de remobilisation. Si j'ai de l'absentéisme plutôt répété, l'entretien de retour fera partie de cet entretien-là. L'objectif de l'entretien, c'est de clarifier le projet relationnel, type d'entretien, entretien de remobilisation et d'exploration. Ce que je vais vous proposer, c'est que nous puissions en simuler quelques-uns. Autre problématique rencontrée, vous avez de ce fait tout ce qui est écart entre compétences voulues et compétences réelles. Là, on va travailler sur forcément ce qu'on appelle un entretien de performance. Si c'est du savoir-faire, si c'est des difficultés, l'objectif, c'est de rester dans un entretien de performance et de monter en compétence. Notre but, c'est ça à la fin. Autre problématique rencontrée, non-respect du cadre, retard répété, les règles de fonctionnement non tenues. Là, forcément, nous allons travailler sur le respect du cadre et donc ce qu'on appelle l'entretien de responsabilisation, ce que vous appelez chez vous l'entretien de recadrage. Alors moi, j'aime bien le mot responsabilisation parce qu'il n'y a pas de notion d'infantilisation dans le sens où chacun va apporter une réponse à son niveau, mais en tout cas, le collaborateur va pouvoir devenir partie prenante de son engagement. Vous allez avoir ensuite d'autres problématiques rencontrées, tout ce qui est difficile à annoncer, fin de période d'essai, mais ça marche aussi dans la vie privée. Tout ce qui est compliqué, même une rupture, ça peut être très compliqué à annoncer. Tout ce qui est complexe, là, on va appeler ça les entretiens difficiles.
C'est sur la slide d'après. Lauriane, si tu peux la passer. Voilà. Nouvelle mission, besoin d'autonomie, prise de responsabilité. Là, on va travailler sur des entretiens de délégation. Comportement exemplaire, forte contribution, la réussite. Forcément, là, on va être sur de la valorisation. Donc, entretien de valorisation et uniquement de la valorisation. Pourquoi je vous dis ça? Un entretien, un objectif. Si, lors de mon entretien de valorisation, je glisse ce qui serait top, c'est que tu puisses prendre de ce fait la mission comme ça suivante, je perds tout l'optique de mon entretien et donc je dévie mon objectif que de valoriser la personne. Ce que je vous propose, c'est que nous puissions nous mettre un petit peu en action. Eva, est-ce que tu peux jouer la collaboratrice que tu souhaites avec la problématique? Alors, on peut peut-être démarrer par l'entretien d'exploration ou de responsabilisation. Responsabilisation peut-être, puisque vous l'avez chez vous. Ouais, avec plaisir, Lauriane. Laura, pardon. Parfait. Alors, Eva, je te propose d'être justement comme moi. Alors, vous l'avez vu avec Rémi. Rémi a été un manager plutôt cool. De ce fait, j'ai dérivé et je suis partie dans mon fonctionnement plutôt libre. Là, l'objectif d'un entretien de responsabilisation, c'est que mon but à la fin, c'est que je sorte de cet entretien en me disant, je sais qu'Eva s'est engagée sur quelque chose. Okay. Je ne sors pas de là si je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Donc, c'est pour ça, à chaque fois que vous démarrez un entretien, fixez-vous un objectif. Pas le problème, c'est le retard. Mais fixez-vous un objectif. Parce que forcément, Eva, si elle sait qu'elle est reçue par moi, son objectif, il est très clair à Eva. Si elle sait qu'elle est reçue par moi pour des retards, à votre avis, quel est l'objectif d'Eva? Je vais vouloir me justifier. C'est exactement ça, c'est la justification. Donc, ce que je vous propose, Eva, on y va. Donc, bonjour Eva. Bonjour Laura. Je te reçois pour parler des 5 retards que tu as eus de 10 minutes les lundis, vendredis, jeudi et mardi de la semaine dernière. Ouais, je sais. Je suis désolée, j'ai vraiment pas vu mon réveil. Et en plus, j'avais plus de réseau chez moi et du coup, j'ai pas pu me réveiller. Très bien, Eva. Est-ce que tu peux me dire, Eva, à quelle heure tu démarres le matin? À quelle heure tu dois démarrer? 9h. Ok. Eva, est-ce que tu peux me dire à quelle heure tu es arrivée, notamment ce matin? 9h03, je crois. Ouais, alors pour être précis, tu es arrivée à 9h06 ce matin, Eva. Et ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, tu comprendras de ce fait ce pourquoi je te sois et ce pourquoi ce n'est pas tolérable pour moi. Et donc, moi, Eva, je vais te poser une simple question. Sur quoi tu t'engages à partir de demain, Eva? Parce que ce ne sera pas possible de continuer ainsi. Oui, je comprends. Non, bah oui, je comprends, bien sûr, je vais faire des efforts et je m'engage à bien sûr être à l'heure les prochains jours. Ok. Quand tu dis à l'heure, c'est quoi l'heure pour toi à partir de demain, Eva? Qu'on soit en clair, hein, toi et moi, qu'on soit... Ouais, bien sûr, bah, c'est 9h. Ok, très bien. Donc, je compte sur toi, Eva. D'accord. Oui. Et moi, ce que je te propose, c'est que dans 15 jours, on se fasse un petit point justement sur la suite de cet entretien-là. Ça te va? D'accord. Ouais, très bien, ça marche. Écoute, Eva, je te souhaite une très bonne journée. Merci Laura. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Entretien de responsabilisation. Finalement, responsabiliser, c'est l'autre qui doit vous amener les réponses. Moi, j'arrive à l'heure. Eva, apparemment, une difficulté à arriver à l'heure. Donc là, l'intérêt pour moi, en lui posant la question, finalement, je fixe très rapidement le factuel avec elle et ce n'est pas moi qui lui dis. Je ne lui dis pas, écoute Eva, tes horaires, c'est ça et ça. Le fait de démarrer avec une question factuelle, en demandant à l'autre à quelle heure tu dois démarrer, enfin, quels sont tes horaires de travail, et ensuite, à quelle heure es-tu arrivé? Forcément, c'est la personne qui se responsabilise elle-même et ce n'est pas moi qui la responsabilise. Ça, c'est toute l'action de cet entretien de responsabilisation. Bien entendu, Eva, ce qu'elle a tenté de faire, c'est se dédouaner, se justifier. Ne rebondissez pas. Ou alors, entendez, parce qu'elle ne l'a fait qu'une fois, elle aurait pu le faire beaucoup de fois dans mon entretien. Je comprends ce que tu peux vivre et aujourd'hui, on est là pour apporter des solutions. Qu'est-ce que tu fais et sur quoi tu t'engages à partir de demain? D'accord? Ça, c'est un entretien de ce fait qui est extrêmement intéressant pour pouvoir engager la personne. Ce qui marche sur tout ce qui est de l'ordre du factuel, contrat de travail, convention, etc.
Ce que je vous propose, alors je vois une question de Paolo et j'en profite. Est-ce que le compromis de partir 10 minutes plus tard le soir pour compenser les 10 minutes de retard reste un bon compromis? J'ai envie de vous dire que ça dépend du projet. Si dans votre projet, c'est important d'avoir une personne le soir, pourquoi pas? Si ce n'est pas le cas, non. Si ce n'est pas le cas, non. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir se positionner en disant: «Écoute, les horaires et en tous les cas, là où j'ai besoin de mon équipe, c'est le matin». Et d'ailleurs, ça répond au planning que nous nous sommes fixés ensemble. Donc tout dépend encore une fois le projet. Ne tombons pas dans le problème, restons focus sur le projet organisationnel et relationnel. On se fait un petit entretien d'exploration sur la démotivation pour faire le lien avec, la façon dont Rémi m'a reçue tout à l'heure. Donc là, le OK. sujet, oui, Rémi m'a rapidement frustrée, c'est vrai. Donc je commence. Eva, bonjour. Salut Laura, bonjour. Alors Eva, je tenais à te recevoir, parce que j'ai observé qu'aujourd'hui, et la réunion dernière également, je t'ai vu beaucoup moins, participer que d'habitude et ça m'interpelle et d'ailleurs je suis plutôt inquiète parce que c'est pas du tout la Eva que j'ai vue, et j'ai pu voir, s'agiter dans les précédentes réunions donc c'est vrai que je suis plutôt interpellée et je m'inquiète un petit peu. Je voulais savoir comment tu vis ça? Comment tu vis les choses toi à ton niveau? Comment ça se passe pour toi? Ouais, c'est vrai, j'ai un peu une baisse de motivation, je pense que c'est lié aussi à l'équipe, je me sens moins intégrée dans l'équipe, ça m'est plus difficile, de me sentir intégrée dans le projet quand je me sens moins intégrée dans l'équipe. D'accord. Mais quand tu parles de moins intégrée dans l'équipe, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bah, par exemple, on m'invite pas au pause déjeuner, ce genre de choses et c'était pas le cas avant, par exemple. D'accord, très bien. Bon, écoute Eva, moi ce que je peux te proposer, puisque je vois que ça te perturbe beaucoup et je te remercie de ta confiance et que nous puissions en discuter très librement. Heu, Eva, si moi je travaille sur, la notion de cohésion et il y a des choses qui m'ont interpellée effectivement dans l'équipe, je vais travailler là-dessus et notamment sur une réunion avec l'ensemble. Est-ce que c'est un élément qui pourrait te convenir ça, Eva? De réunir toute l'équipe, au global? Ouais, que déjà nous puissions retravailler sur la notion de synergie, sur la notion de cohésion et d'atelier pour que on puisse créer des ambiances et des moments, conviviaux ensemble. Est-ce que ça Ouais, pourrait carrément. te convenir ça? Ouais, carrément, ouais, je pense que c'est ce qui nous manque peut-être pour, redynamiser l'équipe peut-être, ouais. Ouais, d'accord, très bien et est-ce que tu penses que ce genre d'élément, ça pourrait, te permettre de retrouver un petit peu d'entrain et la Eva que j'avais avant cet élément-là? Ouais, je pense que s'il y a du changement de ce côté-là, je pense que je me pourrais que mieux me sentir dans l'équipe et donc impliquée dans le projet donc oui, si, forcément, s'il y a un changement de ce côté-là aussi, je m'engage à m'engager, enfin je m'engage à être, plus impliquée dans le projet, pardon. OK. Alors c'est ce que j'allais vous demander, c'est bon moi de mon côté, je vais mettre en place un atelier, je vais réfléchir et comme ça ensuite nous pourrons faire le point. De votre côté Eva, moi j'aimerais aussi que vous vous engagiez à retrouver, le dynamisme et l'entrain et dans les réunions puisque vous faites partie des plus anciennes et que justement votre expertise, elle est extrêmement importante dans une équipe comme celle-là et j'ai besoin de vous aujourd'hui Eva. Ouais, je comprends bien. Très bien. Nous nous engageons aujourd'hui et nous faisons un petit point, dans 10 jours? Ouais, bah, avec plaisir. Très bien. J'espère qu'il y aura du changement. Très bien. Alors moi, je vais tout mettre en place de mon côté et je souhaite également que de votre côté, que vous puissiez aussi retrouver le dynamisme, Bien sûr, dans l'ensemble des réunions. Très tout à bien. fait. Ça marche. Merci Laura. Eh ben, merci pour votre confiance Eva. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bon, on a fait 2 exemples d'entretien, il est déjà 18h56. Ce qui est important pour chaque entretien, alors vous avez la méthode sur chaque type d'entretien. 1, le non-jugement. 2, parler à partir de soi. 3, fixer moi mes besoins, le factuel bien entendu, hein, mes besoins, mais entendre les besoins de l'autre et un engagement
réciproque. Il y a un engagement réciproque, sauf sur l'entretien de responsabilisation, puisqu'il y a une seule personne qui est en retard. Donc, qu'est-ce que la personne fait? Mais attention, quand c'est des retards répétés. Mais il y a toujours une co-construction. Encore une fois, dans un entretien, nous sommes 2. Et donc, co-construction pour avancer sur un plan d'action efficace.